bonjour, c'est Patrick Blanchon. Je reviens vers vous pour une nouvelle émission sur la peinture. Alors la peinture, j'ai envie de l'associer aussi un peu à d'autres choses, parce que rester uniquement dans la peinture, ça pourrait devenir lassant. On pourrait associer la peinture à la pêche également. Et pour ça, je vais vous raconter une petite anecdote. Quand j'étais enfant, par exemple, j'aime beaucoup aller à la pêche quand je suis âgé d'environ 7 ans. Voilà, je vais au bord du canal du Midi, à Vallon-en-Sully, en fait, le petit village, le village où j'habitais, dans le Bourbonnais. Et j'adorais aller à la pêche. Alors, je disais à mes parents, je vais pêcher. Et puis, le but, comme ça, c'était de ramener du poisson, quoi, hein, en fait. La preuve que j'avais pêché, en fait, c'était de ramener du poisson. Mais moi, ce que j'adorais surtout, c'était tendre la ligne dans l'eau et rester comme ça de longues heures à regarder l'eau couler. Enfin, elle coulait pas vraiment, en fait. Hein. C'était de l'autre côté. De l'autre côté, j'avais le fleuve, le Cher. Et là, il y avait du courant, donc je voyais le bouchon filer. Mais sur les eaux du canal du Midi, l'eau ne bougeait presque pas. C'était immobile, étale. Et en regardant bien, je voyais en profondeur des éclats. Vous savez, c'est les poissons qui virevoltent un petit peu, puis de temps en temps, il y a une lumière qui les touche. Et ça produit des éclats argentés un petit peu, voilà. Ou alors qui filent entre les herbes qui bougent, voilà. Tout ça me fascinait énormément. Et le fait de tendre ma canne à pêche et de jeter le fil dans l'eau, en fait, l'hameçon, les plombs, le bouchon, tout ça, me faisait rentrer dans une méditation sans que je ne connaisse le mot. À l'époque, j'étais à des milliers d'années-lumière de penser à méditer. Mais voilà, je pouvais rester comme ça assis pendant de très longues heures. De temps en temps, je faisais un signe à un vieux qui venait s'asseoir un petit peu plus loin. On échangeait comme ça de manière silencieuse. Pas beaucoup de paroles, très rarement. Et puis de temps en temps, il y avait quand même un poisson qui arrivait à sortir et à arriver dans mon épuisette. Hein, voilà. Alors, si je vous raconte cette histoire, c'est parce qu'il y a beaucoup de choses là-dedans qui sont en relation avec la peinture. Oui, parce que le matin, quand je me réveillais, enfin, les jours où je n'avais pas école, et que le seul projet que je pouvais mettre en place, c'était d'aller à la pêche, et j'avais toute une installation, enfin j'avais un rituel, en fait, que je mettais en place. C'est-à-dire qu'il fallait aller dans le hangar, chercher les cannes à pêche, vérifier en fait tout le matériel, l'installer ensuite sur le vélo, j'avais un vélo, et ensuite aller au bord du canal du Midi, puisqu'on va reprendre ce lieu, le canal du Midi, et là je montais mes lignes. Donc ça me prenait un petit peu de temps, je sentais un petit peu le temps qu'il faisait, je regardais l'eau, je regardais autour de moi. Parfois c'était des beaux jours, parfois c'était des temps un peu gris, hein, voilà. Et puis parfois il y avait un peu de vent, parfois c'était calme, il n'y avait rien du tout. Et tout ça participait à l'installation de la journée de pêche, en fait. Et aujourd'hui, dans mes journées de peinture, je m'aperçois que c'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire que, j'ai plus de canne à pêche, maintenant j'ai des pinceaux, mais j'installe un petit peu les choses de la même façon. C'est-à-dire que j'aime bien m'asseoir 2 minutes, regarder un petit peu tous les tableaux qui sont au mur de l'atelier. J'aime bien sentir le temps qu'il fait dehors aussi, c'est très important de voir si ça va être une belle journée, une journée grise, la qualité de la lumière. Je me lève très tôt le matin et de temps en temps j'ai les chants d'oiseaux, vous savez, qui
pas qui me réveille, parce que je suis des fois réveillé bien avant que les premiers oiseaux chantent. Mais ce qui est fascinant, c'est l'écho que ces chants d'oiseaux provoquent en moi. C'est-à-dire que ça me rappelle tout un tas de petits matins, où, soit quand je partais à l'école, soit quand je travaillais très tôt aussi, je me levais et puis je partais au boulot, quoi. Et donc ces chants d'oiseaux créent une espèce de continuité dans l'instant. Comme une complicité comme ça qui se déroule tout au long de l'instant. Et j'ai besoin de ça le matin pour pénétrer dans l'atelier. Ensuite, je mets en place mon petit rituel, c'est-à-dire que je regarde mes tableaux, je regarde attentivement quand même, je regarde assez attentivement mes tableaux parce que d'expérience, je sais que c'est jamais complètement terminé, donc il y a toujours quelque chose qui va me frapper à un moment donné, mais sans que j'y fasse attention. Alors c'est très curieux, je ne sais pas comment je vais vous expliquer ça, mais si je cherche par exemple sur un tableau comment l'améliorer, je ne vais pas trouver. C'est souvent comme ça, c'est-à-dire que je vais le regarder, je vais être happé par le tableau, voilà, mais je vais pas si je le regarde en face, je vais pas voir forcément qu'il manque quelque chose, et je vais pas voir ce qui fonctionne pas. Il faut que je détourne légèrement mon regard, que j'aille sur un autre tableau par exemple, ou bien sur autre chose, et puis que je revienne d'un seul coup sur le tableau. Et là, ça me frappe. Là, tout à coup, je vois quelque chose qui ne fonctionne pas, et hop, je prends mon pinceau et je vais peut-être modifier tout de suite ce qui ne va pas. Ou alors, j'ai un petit carnet et je note, tiens, idée, ça peut s'améliorer. Alors, ce que j'essaye de vous expliquer, c'est que c'est quelque chose qui se passe dans la spontanéité. C'est-à-dire que si je réfléchis, les choses s'enfuient. Si je réfléchis, c'est une autre partie de moi qui va prendre le pas, et c'est la partie de moi que je n'aime pas. C'est-à-dire la partie qui réfléchit, qui analyse. Pourtant, je suis très bon pour analyser, pour voir tout ce qui ne va pas. Mais j'aime pas être gouverné par cette partie-là. Pour moi, c'est pas la partie la plus essentielle. Donc il faut que ça me surprenne comme ça, un peu dans la spontanéité, pour que ça déclenche une action, quoi, en fait, voilà. Alors je pourrais vous raconter également le jour où j'ai décidé d'écrire. Le jour où j'ai décidé d'écrire, je suis rentré dans une librairie et j'ai acheté un petit carnet Clairefontaine, je me rappelle très bien, c'était un petit carnet vert avec une reliure en tissu et un petit carreau. Et alors j'étais tout content, j'avais acheté mon premier carnet avec un feutre fin, et le but c'était d'écrire. J'ai toujours eu des lubies un peu bizarroïdes. Et bien cette fois-ci c'était l'envie d'être un très grand écrivain, bien sûr, parce que je pouvais pas simplement écrire des textes pour moi, non, il fallait tout de suite que je mette la barre très haut. Et donc voilà, donc je travaillais dans une imprimerie à l'époque où je m'ennuyais quand même énormément, faut dire la vérité, j'étais pas à ma place dans cette imprimerie, j'aurais dû faire autre chose, j'avais les moyens de faire autre chose, mais bon, je m'étais engouffré dans ce travail et puis il fallait bien gagner sa vie, donc du coup voilà, je passais mes journées assis sur une caisse à attendre en fait que de grosses rotatives crachent des affiches de cinéma, et je les empilais, enfin je faisais attention à ce qu'elles ne s'empilent pas n'importe comment. C'était ça l'essentiel de mon travail, donc vous voyez que c'est pas très passionnant. Mais par contre j'avais le temps de réfléchir, et beaucoup d'idées me passaient par la tête, voilà, j'avais toujours un tas d'histoires, bon. Et donc du coup l'achat du carnet, l'idée d'écrire, tout ça fonctionnait à peu près bien. Donc quand j'arrivais au travail, j'arrivais toujours un peu plus tôt, j'allais m'asseoir dans un café, j'écrivais 3 pages, enfin ça c'était après. Je vais vous raconter le jour où j'ai ouvert le carnet et où j'ai voulu écrire. Eh bien, je suis resté devant mon carnet et j'ai rien écrit. Alors
Alors on appelle ça l'angoisse de la page blanche. Et en peinture, ça existe aussi. Hein. Moi, je vois des gens qui me disent, quand je suis chez moi, je peux rien faire, quoi. Ça, j'ai l'angoisse de la toile blanche. Hein. C'est un peu comme l'angoisse de la page blanche. Hein. Alors on se dit, mince. Alors moi, je pensais avoir plein de trucs à dire, mais là, d'un seul coup, ça vient pas, quoi. Eh oui, c'est normal. Hein. C'est bien, bien normal. J'ai mis longtemps à le comprendre. Hein. Je l'ai pas compris tout de suite, ça. Mais on a tellement de choses à dire, justement, que ça se bouscule au portillon, comme on dit. Hein. Donc on peut pas d'un seul coup tout lâcher sur un petit carnet ou sur une toile. Donc il faut sélectionner des choses. Alors il y a un travail peut-être de réflexion à faire, un plan peut-être éventuellement, sur par où on va commencer. Le développement et puis la conclusion. Alors c'est pas ce que je fais du tout aujourd'hui dans cette émission parce que je pars toujours au hasard et ce que j'essaye c'est de me surprendre moi-même et de vous surprendre par la même occasion si c'est possible. Voilà. Donc faire un plan avant ça fonctionnerait pas évidemment puisque j'aurais l'impression de réciter, j'aurais l'impression de lire un texte déjà écrit. Et en même temps, cette émission, elle va exister. Elle est en devenir. Elle est déjà là. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux vous expliquer. C'est-à-dire que là, je suis en train de réaliser une émission qui existe déjà et qui me guide en même temps à la construire. Voilà. Et pour l'écriture, c'est exactement la même chose. Et pour la peinture, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que vous partez un petit peu au hasard, comme je suis en train de le faire, et puis petit à petit, les choses se mettent en place. Alors vous ne comprenez pas pourquoi elles se mettent en place comme ça. Pourquoi est-ce qu'il y a d'un seul coup cette couleur qui va arriver? Pourquoi est-ce que d'un seul coup, il va y avoir cet essuyage? Moi, je travaille beaucoup avec des essuyages. Pourquoi d'un seul coup, mon bras va partir et il va provoquer un essuyage? Parce que, en fait, je laisse l'instant gouverner en fait l'acte de peindre. Ce que je veux pas, c'est que ça soit ma tête qui gouverne l'acte de peindre. Comprenez, c'est pas l'analyse qui m'intéresse dans ce cas de figure, c'est de faire sortir quelque chose de moi. Alors spontané, je l'ai déjà utilisé beaucoup, donc je vais l'éviter un petit peu. Quelque chose qui soit honnête, qui soit juste. Parce que le mental, quand je dis réfléchir, je parle du mental bien sûr, le mental est super malin. Il arrive à nous tromper et on se balade avec ça pendant des heures, des fois des journées entières, des fois même des années pour certains. Donc non, le mental en fait c'est juste un élément périphérique qui nous sert d'outil. Mais c'est pas l'essentiel de nous-mêmes. Donc pour trouver cet essentiel, il faut l'abandonner un petit peu, quoi. Alors c'est ce que les gens appellent le lâcher prise. Mais le lâcher prise, c'est pas faire n'importe quoi non plus. C'est se centrer en fait sur soi-même, essayer d'être le plus centré. Alors c'est pas non plus se regarder le nombril, non. C'est pas de ça que je parle. C'est faire attention à sa respiration, par exemple. Faire attention à la position de son corps. Ça peut être des clés pour se connecter un petit peu à soi-même. Et puis, faire attention à son geste. Je sais que quand j'ai démarré, moi, la peinture, bon, maintenant, il y a très longtemps, je peignais déjà quand j'étais gamin, mais je faisais absolument pas attention à tout ça. Je faisais pas attention à mon bras, je faisais pas attention à la pression que je mettais, par exemple, sur le pinceau. Je faisais pas attention à plein de choses en fait. Et je n'avais pas besoin puisque tout venait déjà de moi. Mais pas de moi, pas le moi qui réfléchit, mais le vrai Patrick Blanchon en fait, celui qui se cache tout au fond de moi et que j'essaye de retrouver systématiquement dès que je me mets à peindre. Voilà, ou quand je pêchais gamin et que j'avais ce silence total où personne me brouillait quoi que ce soit, et là j'entendais tout, quoi. Donc vous comprenez, c'est
c'est important dans l'idée de justesse dont je parlais peut-être dans la première émission, si vous l'avez écoutée. Cette histoire de justesse, elle est essentielle pour moi désormais, c'est-à-dire que dès que le mental se met en route et qu'il me dit « Allez, vas-y, fais-moi un beau portrait, fais-moi un beau paysage », alors tout ça, je peux le faire, bien sûr. C'est fascinant, à la vitesse à laquelle je peux m'engouffrer même, d'en faire un beau visage, faire un beau paysage, faire des belles choses, entre guillemets. Mais c'est loin d'être juste, c'est loin d'être l'instant dans lequel je suis, c'est-à-dire que là je me connecte à autre chose, je me connecte dans l'idée d'un tableau qui serait joli et qui serait exposable et qui serait surtout vendable des fois, parce que évidemment que en tant qu'artiste peintre, moi j'ai besoin de gagner des sous en vendant mes tableaux, bien sûr. Mais il faut faire des choix. Il faut faire des choix. Et moi, j'en suis arrivé à un certain niveau où peindre des visages, peindre des portraits, peindre des paysages ne m'apporte pas plus en fait que quand je travaillais dans l'imprimerie où j'étais. C'est-à-dire que je finis par m'ennuyer dans cette histoire de beauté, de belles choses que je peux peindre. Moi, ce qui m'intéresse, c'est autre chose. C'est plus me reconnecter avec avec un essentiel. Alors ça peut être le souffle, ça peut être... j'arrive pas à l'expliquer encore vraiment bien, et peut-être que ça s'explique pas avec des mots, c'est peut-être qu'il faut le sentir simplement, et puis qu'on ne peut pas en parler. Mais ce que je peux dire en tous les cas, que c'est pas le mental qui nous emporte vers tout ça. Donc là, pendant que je suis en train de vous parler, je m'aperçois, je me suis posé la question, quelle est la partie de moi qui suis en train de vous parler? Est-ce que c'est la partie prof ou est-ce que c'est la partie artiste peintre? Et il y a une petite confusion qui se glisse en même temps, dont je m'aperçois, c'est-à-dire que là, je suis plus en train de vous parler de mon travail d'artiste peintre, et je suis en train de glisser vers ma pratique personnelle. Alors, pour les élèves qui peuvent écouter cette émission, bon, peut-être que ça vous intéressera, mais peut-être c'est pas tout de suite la voie qu'il faut emprunter, quoique, après tout, il n'y a pas de... Tous les chemins mènent à Rome, hein. Mais c'est pour vous dire, en fait, qu'est-ce que je voulais dire dans cette histoire-là. Actuellement, moi, je suis beaucoup sur les réseaux sociaux, je regarde un petit peu tout ce qui se fait en peinture, bien sûr. Hein. Il y a une veille qui est obligatoire, quasiment, pour voir ce que tout le monde fait en peinture. Écoutez, je vais vous dire un truc, il y a peu de choses, en fait, qui me font frémir. Il y a très peu de choses, en fait, que je n'ai pas déjà vues. Que ça soit dans la peinture abstraite, que ça soit dans le figuratif, peu ou prou, je tombe toujours sur des représentations entre guillemets, de déjà-vu. Je m'excuse pour tous les artistes qui peuvent écouter cette émission et qui peuvent me trouver peut-être un petit peu prétentieux, mais j'ai l'impression d'un calage général sur une idée de beauté qui, à de rares exceptions près, ne m'émeut pas, quoi. Voilà, ça ne m'émeut pas, cette beauté-là, ça me laisse froid. Voilà. Alors, je vais en profiter encore pour parler de la beauté pour les gens qui font des tableaux, vous savez, qui prennent beaucoup de temps là, pour faire leurs tableaux, notamment à l'huile. Alors, il y a des temps de séchage qu'il faut respecter, bien sûr. Mais alors, il y a une espèce de précision du geste, de la touche, etc., qui fait qu'au bout d'un moment, couche après couche, et puis surtout journée après journée, mois après mois parfois, et parfois année après année, hein, que le tableau perd complètement toute vie. Il n'y a plus de vie dans le tableau. C'est-à-dire que tout est bien calé, tout est bien casé. À la limite, bon, on prendrait une photographie, ça serait pareil. Alors voilà, moi, bon, peut-être j'ai aussi le passé d'un photographe, et du coup, j'ai pas besoin que mes peintures ressemblent à mes photos. Moi, je sais que si je prends un appareil photo, je cherche quelque chose de spécifique avec un appareil photo. Avec une toile, je cherche autre chose. Alors peut-être non, beaucoup de monde n'a pas ce parcours. Hein. Je continue à dire que c'est ma propre pensée que je donne dans ces émissions.
Voilà. En tout cas, se focaliser sur l'idée de beauté m'amène aussi à penser qu'il y a une notion aussi de performance et d'habileté qui me semble aussi suspecte. Voilà, il y a une espèce de concours d'habileté qui s'effectue comme ça, que je peux voir moi sur Internet, où c'est à qui fera le plus réaliste, le plus extraordinaire, extraordinairement ressemblant. Et en fait, on prendrait une photo, je vous dis, ça serait pareil. Non, la peinture, pour moi, c'est pas la représentation des choses, parce que ça, la représentation, on l'a déjà avec la photographie. C'est autre chose. La peinture, maintenant, c'est plus un travail de connexion, en fait, à soi, pour moi, hein, toujours, qui m'entraîne vers une qualité de silence, hein, si je peux m'exprimer comme ça. C'est-à-dire que ce que je recherche, en fait, moi, dans un tableau à la fin, c'est qu'il y ait un silence qui me scotche. Voilà. Alors, je ne sais pas si ça fonctionne avec les gens qui regardent mes tableaux. On m'en parle très très rarement, en fait. Et puis moi, c'est pas moi qui vais évoquer ça, mais il y a une qualité de silence, et j'espère que cette qualité de silence rejoint, en fait, le silence qu'il y a en chacun de nous. Ce silence qui se trouve en dessous les mots, en dessous la réflexion, et qui nous réunit tous, finalement. Hein. Un peu comme dans la salle d'attente d'un médecin. L'angoisse en moins. Alors, dans cette idée de se connecter à l'instant, de fabriquer un petit peu un espace intemporel, en fait, dans l'acte de peindre, il m'arrive de positionner des choses, de poser des choses, tout bêtement, sur la toile. Tout se passe très bien, il y a une fluidité qui s'effectue, oui, tout va bien. Et puis, il y a certaines parties de la toile que je ne recouvre pas, je laisse inachevées. Et puis, comme je travaille beaucoup à l'huile, je laisse sécher ensuite ces toiles. Et elles sont dans un coin de mon atelier, parfois sur un mur, parfois sur un chevalet. Comme ça, j'ai le temps de les regarder. Et de plus en plus, je m'aperçois que l'inachevé apporte quelque chose d'extraordinaire à mes peintures. C'est-à-dire que, en fait, mais j'avais déjà découvert ça dans l'écriture. Dans l'écriture, en fait, je m'étais donné comme contrainte, un petit peu, ouais, c'était une contrainte, de ne pas me relire de trop. C'est-à-dire, vérifier les fautes d'orthographe autant que je pouvais, les accords grammaticaux, d'accord, mais de ne pas modifier, en fait, l'organisation du texte, de ne pas changer, en fait, une phrase, même si elle était mal dite, de manière à être le plus... Déjà, j'avais peut-être cette idée d'être juste, hein, c'est-à-dire d'être authentique, hein, si je puis dire, dans l'écriture, ce qui n'est pas évident, parce que pour savoir qui dit je dans l'écriture, il faut s'accrocher. Mais oui, j'étais muet par l'idée, en fait, que l'instant était juste, hein, que si j'arrivais à me connecter vraiment dans l'instant, ça ne pouvait pas être faux. Voilà. Et en peinture, je me rapproche de plus en plus de ça, suite à mon expérience de l'écriture. Et du coup, j'ai de plus en plus de toiles que je fais rapidement. C'est vrai que je travaille très rapidement. Et que je n'ai pas envie de reprendre par la suite. Alors ça m'amène à penser encore à autre chose. Hein. Ça m'amène à penser que qu'est-ce que c'est qu'une œuvre, finalement ? Est-ce qu'une œuvre, c'est un tableau ou c'est l'ensemble ? C'est l'ensemble de tous les tableaux qu'un peintre va réaliser dans sa vie. Alors là, c'est une question qui mérite pas mal de réflexion, quoi. Parce qu'admettons que si c'est l'ensemble des tableaux, ça serait un peu comme des notes de musique posées sur une portée, si vous voulez. Les notes de musique, il faut qu'il y ait de l'espace entre elles, il faut qu'il y ait du vide. Et c'est peut-être dans ce vide que le peintre, si vous voulez, est le plus
et peut-être pas forcément dans ces tableaux. Alors ça paraît hallucinant de dire ça, mais c'est ce cheminement, si vous voulez, presque invisible, enfin invisible même, de l'espace entre les tableaux, qui constitue peut-être l'authenticité du peintre. Alors après, on peut regarder une œuvre de peintre sur 20 ans et voir par où il est passé. Hein. On peut comprendre peut-être qu'au début, il a commencé par le figuratif, comme beaucoup de peintres. Ensuite, la rencontre avec l'abstraction. Peut-être qu'il est passé aussi, moi je suis passé par tellement de choses aussi, la peinture religieuse, enfin bon, les icônes, etc. Après les techniques, l'aquarelle, la gouache, l'acrylique, et puis l'huile en fait. Et puis sans oublier toutes les encres aussi, qui sont aussi importantes. Donc il y a une interrogation en fait, moi qui reste ouverte en ce qui concerne ce que peut représenter une œuvre, l'œuvre d'un peintre. Voilà. Est-ce que c'est un tableau? Est-ce qu'un peintre peut-être qui va dans toute une vie peut-être faire 10 tableaux vraiment extraordinaires, c'est-à-dire 10 tableaux qui déjà vont traverser le cadre local, le cadre peut-être de son réseau habituel, et puis qui vont aller au-delà. Peut-être que 10 déjà c'est énorme. Hein, si on regarde par exemple les tableaux de grands peintres qui sont vendus à des millions et des millions maintenant, Van Gogh, Gauguin, si vous posez la question à 10 personnes dans une pièce qui vous donnent les noms des tableaux, vous allez avoir quoi? Vous allez avoir les tournesols peut-être. Voilà, et puis qu'est-ce que vous allez avoir d'autre? La nuit étoilée éventuellement, parce qu'elle a été beaucoup vendue en carte postale. Qu'est-ce que vous allez avoir d'autre? Un portrait peut-être de Vincent Van Gogh, mais toute son œuvre. Impossible de trouver 10 personnes qui vont me dire ah oui, tel tableau de Van Gogh, il y a ceci. Bon, il faut dire, tout le monde ne s'intéresse pas à la peinture, bien sûr. Mais même des gens qui s'intéressent à la peinture, je peux vous dire que ils seraient infichus, bien souvent, de me citer les noms de 10 tableaux d'un grand peintre qu'ils aiment, voilà. Alors, j'ai un petit peu de mal à résumer ce que j'ai pu dire dans cette émission, puisque j'y suis allé à tâtons, un peu comme je fais d'habitude, et puis en même temps, est-ce que c'est bien nécessaire de résumer, finalement? Vous n'avez qu'à écouter l'émission de bout en bout, puis vous ferez vous-même votre propre résumé de ce qui se passe à l'intérieur. Voilà. En attendant, je vous souhaite une très bonne fin de journée, ou une bonne journée, ou une bonne nuit, et puis je vous dis à la prochaine émission.